Et bonjour, bon dimanche. Bon dimanche. Aujourd'hui, on va faire un point sur l'article du Point. Voilà, c'est un article qui a été proposé il y a une semaine sur le site lepoint.fr et qui fait le point sur les collections poche chez nos éditeurs préférés, nos Big Two français, à savoir Urban et Panini. Mais avant ça, on va parler des disparitions de la semaine. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu deux dans le monde du comics et un dans le monde de l'univers geek en général. James Earl Jones, vous êtes sans doute au courant déjà, qui était la voix de Dark Vador. Vous savez que l'acteur qui jouait Dark Vador, c'était Chris Sprouse. Était très grand, mais sa voix ne correspondait pas au personnage d'après George Lucas, donc ils ont cherché quelqu'un pour doubler Dark Vador. C'était James Earl Jones avec cette voix chaude, profonde, impressionnante. Bon, évidemment, c'est pas que Vador, c'était un acteur de théâtre. Il a aussi eu beaucoup de rôles au cinéma. Il a joué dans Conan. Il avait 93 ans, hein, il est décédé à 93 ans. Il a joué dans Le Roi Lion. Il faisait la voix de Mufasa, le père de Simba. Et aussi, il faisait le père de Eddie Murphy dans Un prince à New York. Et oui, donc c'est un grand monsieur qui nous a quittés. Mais ça n'a pas été la seule disparition de la semaine. On a eu John Cassaday. Et là, franchement, moi, ça m'a fait vraiment très très mal au cœur parce que John Cassaday, c'est un dessinateur que j'aurais rêvé rencontrer. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors, il n'a pas été extrêmement prolifique comparé à certains autres dessinateurs, mais chaque projet sur lequel il a travaillé, il était autodidacte en plus, a souvent été un succès. Alors, d'abord Desperados chez Wildstorm, puis Planetary. Évidemment, Planetary, c'est quelque chose d'exceptionnel, disponible en 2 tomes chez Urban Nomad et que je vous invite fortement à découvrir. Mais aussi Astonishing X-Men. Donc là, moi j'ai les versions trade paperback américaines qui sont là avec Josh Whedon. On va reparler de Josh Whedon juste après. Avec Josh Whedon. Hop là. Donc en 2 volumes. Et c'est également disponible en collection poche chez Marvel Pocket, donc Panini. Le numéro 2 vient de sortir. La sortie coïncide avec le décès de John Cassaday et c'est vraiment triste. J'aurais tellement voulu le rencontrer, moi. C'est vraiment dommage. 52 ans en plus, c'est vraiment très très jeune. A priori, on ne sait pas trop de quoi il est décédé. Il serait rentré à l'hôpital pour des douleurs et il n'en est pas ressorti. Et puis bon, moi qui approche aussi de la cinquantaine, bah, ça fait bizarre de se dire que des dessinateurs qui ont à peu près mon âge meurent sans vraiment d'explication, sans qu'on sache vraiment pourquoi. Et surtout, c'est des mecs qui pour moi avaient encore plein de choses à nous apporter au niveau de la BD et malheureusement son travail reste heureusement pour prouver le talent qu'il avait, mais je pense il aurait encore été capable de choses exceptionnelles. Et je vous disais Josh Whedon a un point commun avec une autre disparition de cette semaine, Karl Moline. Je sais pas si on dit Moline ou Moline, c'est un américain, je dis Moline. Karl Moline qui a travaillé avec Josh Whedon sur Frey. Frey, c'est une mini-série il y a combien 8 numéros, je crois. Paru chez Dark Horse il y a quelques années, hein, ça date de il y a bien 20 ans ce truc-là, non ouais, 2003. 2003, c'est l'histoire c'est dans l'univers de Buffy, tueuse de vampires. Donc c'est une tueuse, mais dans le futur, qui va récupérer on le voit ici, l'espèce de hache que Buffy récupère dans la dernière saison de la série télé. Karl Moline, c'est un grand dessinateur qui, pour moi, n'a pas eu la série qui l'a fait exploser. Alors, Frey, c'est vraiment bien. Il est co-créateur du coup du personnage. Frey, c'est vraiment bien. C'est vraiment dynamique. C'est une série que je recommande, qui a été éditée en français chez Panini, et je crois qu'il y avait même un autre éditeur qui l'avait édité, peut-être Delcourt, mais c'est plus disponible. Et il a pas fait que ça, donc il a bossé avec Whedon là-dessus. Il a travaillé sur Avengers Arena, il a travaillé sur du Supergirl, Rising Stars, la mini-série sur le personnage de Bright, c'est lui. Et il avait fait Route 666 dans l'aventure Cross-Gen. Et il avait 51 ans. Alors 51 ans ou 50 ans, 52 ans, en fait on n'est pas très très sûr parce que sa date de naissance elle est pas connue. On sait qu'il est de 72 ou 73, mais on n'en sait pas plus. Et c'est pareil, sa disparition, on a vu passer quelqu'un sur un groupe Facebook dire Karl Moline est décédé, machin, tout ça, mais aucun site en parlait. C'était bizarre.
quand John Cassaday est mort, tout le monde en a parlé, il a été de son hommage, etc. a raison. Là, Carl Moline, pour l'instant, il n'y a rien, alors qu'a priori, son décès est arrivé là en début de semaine. Et là, seulement depuis hier ou avant-hier, il y a les sites américains, les Comic Books Resource, euh, les, euh, les Bleeding Cool News, qui en ont parlé. Donc c'est effectivement, Carl Moline est décédé. Et c'est vraiment dommage parce que, tout comme John Cassaday avait encore beaucoup de choses à nous proposer, je pense que Carl Moline, lui, il nous avait pas encore proposé le truc qu'il aurait mis sous les projecteurs. Parce que je trouve vraiment qu'il a un style qui est très cool, qui était déjà maîtrisé euh, à ses tout débuts. Et, euh, et c'est hyper classe et c'est vraiment dommage. Pareil, on ne sait pas de quoi il est décédé. Voilà. Voilà. Donc ça c'est pour l'actualité un petit peu triste. Pour l'actualité un petit peu triste, on va parler évidemment des sorties comics, on va parler un petit peu d'autres choses, mais oui, c'est malheureux. C'est malheureux. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme sortie cette semaine? Il y a eu des trucs. Il n'y a pas eu grand chose. Voilà, il n'y a pas eu grand chose. Il y a eu un Thanos de Christopher Cantwell et Luca Pizzari, accompagné de German Peralta au dessin. Donc il y a Luca Pizzari, et en fait, sur 5 épisodes, vous avez 2 dessinateurs différents. Je l'ai pas lu. Ça a pas l'air foufou. Donc, je sais pas si vous l'avez lu, si vous l'avez lu et que c'est bien, bah, dites-le dans les commentaires. Si c'est pas bien, bah, dites-le aussi. On a eu un Edge of Spider-Verse. Bon, bah, tout ce que j'ai vu sur Spider-Verse dans ces séries dérivées là, c'est pas terrible, donc il n'y a pas de raison que ce soit bien aussi. Pareil, je ne l'ai pas lu, hein, donc je vous laisse juger. On a eu Amazing Spider-Man de Wells qui est enfin sorti en deluxe, et le numéro 2, on sait que ça sort en janvier, je crois. Et on a eu Poussière d'os chez Delcourt de Ben Stenbeck. Ça a l'air plutôt sympa. J'ai failli l'emprunter. Mais ma pile à lire étant tellement énorme que je ne sais pas quand est-ce que je pourrais le lire, et si jamais c'est bien, est-ce que j'en ferai une vidéo, je sais pas. Toujours chez Delcourt, il y a une Night Eaters qui vient de sortir de Marjorie Liu et Sana Takeda. J'ai pas aimé leur précédent travail ensemble, Mon Stress, j'ai pas aimé. Darkrai tome 2 est sorti de Joshua Williamson. Et chez Panini, on a aussi un Omnibus Avengers tome 2, donc de Bendis, hein, que je recommande toujours parce que c'est vraiment bien. Par contre, a priori, c'est peut-être un peu compliqué au niveau du... On sait pas trop si Panini va mettre toutes les séries dérivées. Vous savez, j'ai fait une vidéo Avengers par Bendis et le bordel que c'est, parce qu'il y a plein de séries dérivées, etc. Pour l'instant, donc il y a ces 2 omnibus qui sont disponibles en français. Est-ce que Panini va proposer d'autres? Pour moi, il y aura 3 omnibus. Mais est-ce qu'il n'y aura pas les séries dérivées à côté, les Secret Warriors qu'il avait coécrit avec Jonathan Hickman? On verra. On verra. Mais sinon, les grosses sorties de la semaine, tiens, on parlait d'omnibus. Il y a le second omnibus de Captain America qui est sorti. Voilà. On m'a fait remarquer. Alors j'ai oublié de noter le nom, je suis vraiment désolé, à chaque fois je suis honteux de ne pas noter le nom des gens qui me font remarquer des choses. On m'a fait remarquer que dans le premier épisode du second omnibus de Captain America, c'est l'épisode 25 avec la mort de Captain America. Et dans le premier omnibus de Captain America par Ed Brubaker, cet épisode est déjà là. Donc en fait, le premier omnibus de Captain America, vous avez l'épisode 25. Dans le second, vous avez l'épisode 25. Donc vous avez un doublon d'épisodes. Épisode 25 qui se retrouve également dans l'un des titres de la collection Marvel Poche, la nouvelle vague de la collection Marvel Poche qui est sortie cette semaine. On a Civil War. À l'intérieur, vous avez l'intégralité de la mini-série Civil War, plus l'épisode de la mort de Captain America, donc ce numéro 25. Voilà, faut aimer les doublons. À savoir que Civil War, là, dans cette collection Marvel Poche, à l'arrière, c'est écrit une série en 6 tomes. Ça veut dire qu'ils vont sortir tout ce qui était sorti en deluxe avant. Et encore une fois, le plus intéressant dans Civil War, c'est Civil War. C'est la mini-série en tant que telle, et l'épisode de Captain America qui est en lien. Donc du coup, le premier tome. Vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les tomes qu'il y aura derrière. Bon, les épisodes de Spider-Man sont sympas, certains Iron Man aussi, mais clairement, il y a vraiment que le cœur du récit, le récit Civil War, donc ce volume 1, qui est vraiment intéressant. Donc là, ça ressort à petit prix. Civil War, ça a été multi-édité, hein, en must-have, en ce que vous voulez, en deluxe, il y a un omnibus, enfin bref, il y en a de partout. Dans les poches, il y a également eu le 4ème tome sur 11 de Ultimate Spider-Man, donc toujours une excellente série avec la Chatte Noire et Electra en couverture. Le 3ème tome sur 3 de Ultimates, donc du coup on reste sur les épisodes de Millard et de Hitch, on va pas proposer la série Ultimates 2 de Jeff Lobb dans un éventuel numéro 4, hein, c'est vraiment le numéro 3 sur 3, terminé.
Astonishing X-Men, on vient d'en parler avec Josh Whedon et John Cassaday, le numéro 2 sur 2. Et The Boys, le numéro 3 sur 7. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les grosses sorties. Quitte à parler de Paninade, parlons aussi de cet épisode de She-Hulk. Pareil, on m'a fait remarquer, j'ai oublié de noter le nom, putain, je me déteste quand je fais ça. On m'a fait remarquer qu'il y a un épisode de Hulk qui apparaît dans Empire. Cet épisode de Hulk avait été proposé dans un numéro spécial, d'abord en 100% Marvel. Et donc, il y avait l'épisode de Hulk dans le 100% Marvel Hulk, où il y a la bande noire, enfin, vous savez, ils viraient les titres. Ça va être corrigé dans la ressortie en omnibus de cette période des Hulk de Hal Ewing. Mais dans l'épisode, dans ce 100% Marvel, il n'y a pas le titre, il y a un gros carré noir, et il y a une certaine couleur de lettrage qui est utilisée sur cette page. Et on m'a envoyé aussi une photo du même épisode qui apparaît dans Empire, parce que c'est un tie-in à Empire cet épisode. Il y a le titre dans le gros carré noir, et on voit que le lettrage n'est pas de la même couleur. Donc, a priori, Panini a demandé à 2 lettreurs différents, voire peut-être même à 2 traducteurs différents, de travailler sur le même épisode pour que ce soit publié dans 2 publications différentes. Voilà, voilà. Même eux, ils n'arrivent plus à suivre en fait. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Alors, je pense que ces pages, je vais les partager sur le compte Instagram Traduire Trahir, histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Alors, je vous parlais de l'article du Point, qui a été publié la semaine dernière. Donc, lepoint.fr, un journal mais aussi un site internet. L'article est signé par Nathanael Bentura, que je ne connais pas, mais qui a fait un excellent travail. Comme quoi. Comme quoi, on peut être journaliste spécialisé et faire un article plutôt intéressant. Il y en a parfois d'autres aussi, mais là, j'ai trouvé que ça vraiment sympa parce qu'on a appris quelques trucs. Et en fait, l'article revient sur le succès du comics version poche en France, à savoir les Marvel Pocket ou Marvel Poche, ça dépend comment Panini décide. C'est comme les must-have, hein. Parfois ils disent Panini must-have, mais quand on regarde dans les collections, dans les bases de données, c'est écrit Best of Panini, hein. Donc Marvel Pocket ou Marvel Poche comme vous voulez, et les Urban Nomades. Donc du coup il y a une interview croisée avec Émile, le chef des ventes de chez Panini, et avec François, le directeur éditorial de Urban. Et les deux reviennent sur le succès de ces collections. Et il y a des bouts de phrases qui sont plutôt intéressantes, et aussi des données qui nous sont apportées et qu'on n'avait pas jusque-là. Comme par exemple le fait que chez Panini, un titre classique sort à 3000 exemplaires. C'est quand même pas lourd, on est 8000 sur la chaîne, 3000 exemplaires pour un titre classique en 100% de luxe ou ce que vous voulez. Un titre qui sort en collection Marvel Poche, c'est 10 000 exemplaires. C'est plus de 3 fois le tirage, et pourtant ils arrivent encore à avoir des ruptures sur certains titres. Là il y a une réédition sur Ultimates, maintenant il y a de nouveau disponible, c'était pas le cas pendant un moment. Donc c'est fou quand même, on passe de 3000 exemplaires à 10 000 exemplaires pour la version poche. Il y a un vrai attrait. Donc Émile précise, la longueur et le prix des séries peuvent rebuter. Bah oui. Évidemment, commandant évident, hein. On le sait depuis le début, on gueule depuis le début. Ça fait combien d'années que je fais la chaîne et dès le début je gueulais sur les prix en disant c'est trop cher, et là c'est de pire en pire, tout est extrêmement cher. Lui-même le dit, quand on arrive en librairie et qu'on voit un comics à 18€, bah ça peut faire peur. Il dit 32€ un Deluxe, 80€ un Nubis, ça peut faire peur, c'est ce que lui dit, hein. Bah ouais, ça peut faire peur, évidemment. On se dit, tiens, oh, tiens, j'ai vu ce film au cinéma, ça a l'air sympa, je vais aller acheter le truc. 80 balles, non. Par contre, 9,90€, pourquoi pas. Donc, ils en sont arrivés à cette conclusion. Eh ben, bravo. Eh ben, bravo. Ça fait quand même des années qu'on le dit. Et je me souviens même, je crois que c'est le community manager de Panini qui avait dit que le prix n'était pas un problème. Comme quoi, le prix est un problème. Le community manager de Panini, on va en reparler sans doute lors de la dernière vidéo sur les Panini Big News, parce qu'il y a des trucs qui ont été dits sur un ton qui n'est pas forcément agréable, et il y a aussi le tout et son contraire qui sont annoncés, vous verrez sur la dernière vidéo sur les Panini Big News. On va parler des Red Bands. Donc il dit on arrive à capter un nouveau lectorat. Bah, très bien, ils arrivent à capter un nouveau lectorat.
Donc ça c'est ce que dit Émile, ils se sont rendus compte que le prix pouvait être important, et puis qu'aussi la clarté des collections pouvait être importante aussi. François Hirkouet de chez Urban met en avant le fait que la collection Urban Nomade c'est transportable. Il met en avant la transportabilité. C'est vrai. C'est vrai que lire un omnibus dans un train ou dans le métro c'est hyper compliqué, alors que même un format classique de comics, hein, c'est plus grand, c'est de la couverture dure. Aux États-Unis c'est du souple, c'est un peu plus facile à transporter. Vous voyez, Frais par exemple, moi je peux le mettre dans mon sac, ça me pose pas de problème, alors que si je dois mettre un Deluxe de chez Panini de Spider-Man, ça fait plus chier parce que c'est lourd. Donc lui met en avant la transportabilité et le fait que on puisse mettre cette collection nomade, parce qu'il parle des libraires, que cette collection nomade peut sortir des rayons comics. Parce que lui dit, beaucoup de libraires constatent que le rayon comics fonctionne pas vraiment, que les gens s'arrêtent pas dans le rayon comics. C'est pas le cas chez moi, heureusement. C'est pas le cas de beaucoup de boutiques spécialisées, heureusement également. Mais c'est vrai qu'on en a fait le constat certaines librairies généralistes, style Cultura, machin, tout ça, s'il n'y a pas un libraire qui défend le rayon comics, le rayon comics meurt à petit feu. Et donc il dit que eux proposent un tourniquet, c'est vrai que moi j'en ai un tourniquet spécial où on peut ranger les Urban Nomades et on peut sortir sur tourniquet du rayon comics, ça y a aucun problème. Et c'est quelque chose que Panini envisage de faire, voilà. Donc, et ça serait une bonne chose, du coup, parce que j'ai une crotte de nez, hein, parce que c'est mettre en avant la collection, quoi, du coup, qu'elle reste pas noyée, perdue dans le rayon comics, comme peut l'être la collection Marvel Poche chez Panini. Alors, bon, moi, chaque fois qu'il y a une vague, je la mets en avant, mais si j'avais un meuble dédié exprès pour ça, ce serait sans doute plus simple pour moi et pour beaucoup d'autres. Donc lui met en avant le fait que c'est transportable, que le tourniquet permet de le sortir du rayon comics. Mais c'est leur truc, hein, chez Urban en ce moment, hein, de vouloir sortir le comics du rayon comics. Hein, parce qu'ils ont encore une grosse sortie là, en fin d'année, je sais plus, on les a travaillés. Je sais plus ce que c'est, mais c'est pareil, c'est un truc qui va être en grand format et du coup, ce sera hors rayon comics. Quoi. Ah, bah je crois que c'est la collection Universal Monster avec Dracula, les machins, tout ça. Donc François dit également que Urban Nomad c'est un gros tirage, c'est vraiment un gros tirage. Leur meilleure vente c'est plus de 20 000 exemplaires. C'est beaucoup, hein. Tout à l'heure on parlait de 3 000 exemplaires pour un comics classique, hein. Et on parlait de 10 000 exemplaires chez Panini, on parle de 20 000 exemplaires chez Urban. Hein. C'est énorme. Enfin c'est énorme. Dans le milieu de l'édition, ça peut paraître parfois petit par rapport à des gros succès, mais pour le comics, juste, c'est énorme. Et encore une fois, on trouvait déjà à la période du kiosque, quand j'en ai parlé avec, pareil, j'aurais dû le noter, j'en ai parlé avec quelqu'un qui est abonné à la chaîne et qui me disait, tu te rends compte, quand c'était la période du kiosque, on était sur 5000 exemplaires de tirage, et c'était du kiosque. Et là, sur de la librairie, on est sur du 3000 exemplaires. Et bien là, les meilleures ventes chez Urban sur la collection Nomade, c'est 20 000 exemplaires. Je suis pas sûr que sur des grands formats. Alors peut-être au début, quand Batman est arrivé, Justice League, etc., peut-être qu'ils étaient sur ces chiffres-là. Ça a beaucoup baissé. D'ailleurs, François dit, quand Urban a été lancé, le comics vendait plus que le manga. Alors là, par contre, j'ai un doute. Effectivement, le manga a eu un gros boom avec le Covid et le pass culture, mais déjà avant, ça se vendait hyper bien. Hein. Regardez les Dragon Ball, regardez les Naruto, One Piece, c'était déjà sorti. Alors ça vendait un peu moins qu'aujourd'hui, One Piece, ça marchait pas autant qu'aujourd'hui quand ça sort. Un One Piece, on en vend 200 en une journée, quoi. Et bon, c'était sans doute moins à l'époque, mais quand même, de là à dire que le comics vendait plus que le manga, j'ai un gros doute. Hein. J'ai un gros doute. Donc 20 000 exemplaires pour les plus gros succès. Il explique également que donc ce sont des très gros tirages et que ça relance en plus les ventes des éditions grand format. Et c'est vrai, c'est vrai. Cette semaine, quelqu'un qui est abonné à la chaîne, donc je te salue, m'a demandé si j'avais Fable en grand format, parce que il était intéressé, mais vous voyez que la collection Marvel Nomad c'était des formats un peu petits. Donc bah, du coup j'en ai recommandé un, histoire de l'avoir en rayon, comme ça il pourra comparer la prochaine fois qu'il vient voir. Et effectivement, les ventes, on le voit sur les Batman, la cour des hiboux, tout ça, la nuit des hiboux, on vend la suite en grand format, plus cher. Donc il y a un vrai attrait, donc ça autant chez Panini disent on capte un nouveau lectorat, autant chez Urban, moi je trouve que ce nouveau lectorat, même si, moi j'ai des clients qui n'achetaient pas certains titres parce qu'ils étaient trop chers, je dis Watchmen 35 balles, et qui achètent la version nomade,
et qui éventuellement, en ayant trouvé la version nomade vraiment cool, ou en ayant perdu 4 dixièmes à chaque œil parce que c'est écrit trop petit, viennent finalement acheter la version grand format. Donc oui, ça relance en plus les ventes des éditions grand format, et quand il y a une nouvelle vague chez Urban, ça relance également les ventes sur les anciens titres, des anciennes vagues. Donc il y a un vrai attrait, il y a un vrai attrait. Comme quoi, ça fait quand même des années qu'on le dit que le prix c'est un problème, que le suivi des collections c'est un autre problème, et que c'est ça qui pourrait relancer le comics en France. Et là les mecs se rendent compte que ah oui, tiens, ça marche, on a bien fait d'essayer. Sinon, moi je peux éventuellement vous donner des conseils. Voilà, voilà. Il y a plein de gens qui le disent. Il y a plein de gens, toute la sphère du comics game non vendu aux éditeurs le disait, hein, que le problème venait de là. Et là, aujourd'hui, le succès du poche, ah bah, c'est étonnant, tiens. Parce que c'est pas cher. Et il devrait faire exactement la même chose pour certains titres à sortir chez Panini ou chez Urban. Il devrait revenir sur des collections en souple à 14-16 euros maximum pour l'équivalent de trade paperback. Parce que là, quand on vous demande directement 20 balles, ça fait chier. Quand on vous demande 32 balles pour un Deluxe du Spider-Man de Wells, qui en plus de ça n'est pas fou, ça fait chier. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, je vais vous laisser là. Mardi, on se retrouve pour la dernière vidéo sur les Panini Big News. Oui, je suis désolé, j'ai un peu de retard. Et puis peut-être que jeudi, on parlera de Batman First Night si j'ai eu le temps de le lire d'ici là. Allez, excellente journée, excellente lecture. À mardi, ciao.